Bienvenue dans ce podcast que vous propose la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Une série d'entretiens qui met en lumière des voix et des initiatives inspirantes pour la restauration des terres et le développement durable. À l'approche de la COP16, nous explorons ensemble des solutions locales et des récits qui incarnent la résilience et l'espoir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels. Hindou Oumarou Ibrahim, activiste tchadienne et porte-parole des peuples autochtones, et Ina Modja, artiste et musicienne d'origine malienne, engagée dans la justice climatique et sociale. Ce podcast est dédié à la célébration de la Journée des peuples autochtones, l'occasion d'explorer comment autonomiser les communautés pour un avenir plus durable. Et c'est Hindou Oumarou Ibrahim qui ouvre la discussion avec un récit puissant sur les initiatives portées par les femmes et les communautés autochtones, des exemples et des solutions locales qui ont transformé des terres dégradées en espaces productifs avec des savoirs ancestraux. Je suis d'abord très heureuse d'être avec ma sœur Ina. D'abord, les peuples autochtones représentent 5% de la population mondiale, mais on protège à peu près 80% de la biodiversité mondiale et ça fait partie de à peu près 47% des terres qui restent. Et ce qui veut dire que nous sommes les gardiens des écosystèmes et puis les gardiens de notre planète. Et notre participation est très, très importante pendant toutes les conférences où on parle de l'environnement, de la biodiversité, mais aussi de restauration des terres. Ce qui fait que nous restaurons les terres, nous restaurons les écosystèmes, des forêts, des montagnes, des savanes, des oasis, des déserts et même les terres qui sont dans les glaciers, vu que les glaciers sont en train de partir, mais aussi on est en train de protéger les terres qui sont dans des petites îles. Donc les autochtones, à travers nos savoirs traditionnels, nous les utilisons tous les jours depuis les nuits des temps pour restaurer, protéger les écosystèmes et c'est ça qu'on va amener aussi à cette COP. Ina, comment utilisez-vous votre art et votre influence pour sensibiliser et mobiliser les jeunes, les femmes autour des objectifs de la COP, de l'UNCCD bien sûr, autour des questions de résilience climatique et de restauration des terres notamment? Je crois beaucoup que c'est important d'entendre la voix de gens comme ma sœur Hindou parce que aujourd'hui, tout le monde pense au changement climatique, mais ils ne pensent pas aux détails des choses. Ils ne pensent pas à... Ça devient un slogan. Il y a le changement climatique, il y a le changement climatique. Mais qu'est-ce qui est fait? Et qui est en train de faire? De savoir que juste 5% des gens sont en train de protéger 80% de la planète. Imaginez si 80% de la planète faisait ce travail. Ce serait vraiment extraordinaire. Et pour moi, quelqu'un qui porte les messages... à travers les films que je fais, les courts-métrages. Là, je suis en train de finaliser un court-métrage pour le montrer. Et d'ailleurs, Hindou est une des personnes que pour moi, c'était très important d'avoir dans ça parce que les voix portent et ce qu'elles apportent, c'est des choses qui sont vraiment très concrètes. C'est des solutions. Président Halonin, pareil, va être là à la COP. Je l'ai suivie pendant quelques temps. Elle est aussi dans le film. Et l'idée, c'est de prendre tout ça et de le ramener aux gens lambda qui ne s'intéressent pas forcément à ce qui se passe autour de la planète. Oui, et dans ce podcast, Hindou Oumarou, nous célébrons aussi la journée des peuples autochtones, autonomiser les communautés pour la restauration des terres et le développement durable. Que revêt cette journée pour vous? Alors, la journée du 7 à la COP, le 7 décembre, sera la journée du peuple. Et donc, on aura toute la matinée pour organiser des activités autour des peuples autochtones. Et il est très important qu'on ait cette journée pour la première fois. Et il est très important aussi de noter, c'est pour la première fois qu'on va avoir près de 100
représentants des peuples autochtones venant de tout le monde entier qui vont être là. Donc, on va utiliser cette journée pour organiser des hauts niveaux et je profite pour faire un appel à tous les ministres, les chefs de délégation qui seront là, de venir pendant cette journée, d'écouter la voix des peuples, comme ma sœur Ina l'a dit, parce qu'on ne peut pas protéger la terre sans les peuples de la terre. Et nous aimerons avoir des surprises, bien sûr, des peuples autochtones venant de ce que nous représentons de cette région socioculturelle, mais nous allons aussi avoir le temps de discuter de comment on protège la terre, comment on protège l'alimentation par rapport aux autochtones, mais aussi comment on protège l'eau. Parce qu'on ne peut pas parler de la terre sans l'alimentation, les systèmes alimentaires, mais aussi l'eau. Et on va aussi organiser des activités ou bien un panel de haut niveau sur l'argent. Parce que si on n'a pas le financement, on ne peut pas faire des activités durables et on sait très bien que l'argent est là autour du monde, mais on voudrait leur dire où l'investir, comment l'investir pour qu'on puisse restaurer nos terres et protéger notre climat et notre biodiversité. La journée du 7, je pense qu'elle va être la journée la plus importante parce que c'est la journée du peuple. Ce n'est pas la journée des négociations techniques ou politiques, mais ça va être la journée où on va penser à ceux qui ne seront pas là pendant les négociations, mais qui peuvent avoir leur voix entendue à travers tous les représentants. Et aussi, on va avoir une déclaration des peuples autochtones pour avoir des résultats dans les négociations. Et c'est sur ça qu'avec ma sœur Ina, on va aussi faire ce travail avant d'y arriver pour que les décisions soient intègres des droits des peuples autochtones, des connaissances des peuples autochtones, de la participation des peuples autochtones et aussi de l'accès au financement pour les peuples autochtones. Oui, Ina Modja, vous luttez aussi pour les peuples autochtones, l'autonomisation de ces peuples. Et la journée du 7, qui sera la journée des peuples autochtones, revêt une importance capitale pour Indu Umaru. Et vous, est-ce que vous allez apporter aussi votre poids à la célébration de cette journée? Alors, pour cette journée-là, moi, je suis Indu parce qu'elle a un savoir, le travail qu'elle fait depuis tellement d'années. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce à elle. Même si on est toutes les deux des Peuls, je connais encore plus la culture et le travail qu'il faut faire. Je pense que cette journée-là est importante pour les peuples autochtones, mais tous les jours sont importants pour les peuples autochtones. Je pense que c'est primordial aujourd'hui, on est en 2024, qu'on arrête de prendre les décisions pour eux. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. 5% sont en train de prendre en charge 80% de la planète. Donc, juste pour ça, moi, je suis très data-driven. Je suis très sur les chiffres. Ça, c'est un chiffre qui montre que pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas les financements? Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas les décisions? Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la place à la table qu'ils demandent depuis longtemps très clairement et qu'il faut arrêter d'être très politique et juste des discussions. Je pense que les actions sont très importantes. Ina Modja, et à votre avis, comment peut-on mieux intégrer les peuples autochtones ou bien les solutions locales que proposent ces peuples dans les politiques internationales comme celles discutées ou bien celles qui vont être discutées à la COP16? Je pense qu'il faut leur donner accès aux prises de décision. Et il y a quelque chose qui est important, c'est que souvent, on sépare les connaissances des peuples autochtones de la tech, on le sépare de la culture, etc. Il faut que les peuples autochtones fassent partie de toutes ces discussions. Parce que la tech peut en bénéficier aujourd'hui. On utilise des solutions de technologie pour faire avancer les choses. Mais ils ont besoin de ces savoirs-là et ils ont besoin de les intégrer de la bonne façon. La culture en bénéficie toujours. Ouais, je suis bien placée pour le savoir. En tant que femme Peul, la musique que je fais aujourd'hui est influencée par les gens qui sont venus avant moi et qui ont fait ce genre de musique avant moi. Et je crois qu'à tous les niveaux, c'est important d'intégrer leur savoir-faire. C'est important d'intégrer leur savoir-faire. Indu Umaru, quelles solutions inspirantes issues des savoirs traditionnels voyez-vous dans les communautés que vous représentez ou soutenez?
Alors, je vais donner un exemple, mais c'est sûr que ça va parler à ma sœur Ina. C'est pareil avec sa grand-mère à elle, ou ses tantes ou nos cousins. Vous savez, quand on vient dans une communauté, et surtout dans les Sahel, où jusqu'à maintenant, les communautés n'ont pas accès à l'eau potable ou bien à l'électricité, donc les savoirs traditionnels sont très importants pour aider à la vie de tous les jours. Là maintenant, au moment où on parle, le Tchad est en train de subir des inondations sans précédent. Et c'est le cas de tous les Sahel. Alors du coup, quand il y a les inondations où il y a plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées, il y a des centaines qui sont morts, il y a plus de 2 millions de bétails qui ont péri, ainsi de suite. Donc c'est une catastrophe qui a l'impact sur la vie, la survie des gens et aussi sur les terres. Mais la première question qu'on se pose, on dit mais où est-ce qu'on va trouver l'eau potable pour boire? Où est-ce qu'on va trouver la nourriture pour manger? Et c'est là où les savoirs traditionnels sont très, très importants. Donc, durant ces inondations, nos grands-mères, nos grands-pères, ils savent exactement vers où se tourner pour trouver un arbre ou bien une herbiste ou bien une racine qui pourra nourrir les communautés. Sans aller au supermarché, parce qu'on n'a pas ces supermarchés ici. On ne parle pas des pays développés où on n'a pas de cash pour aller au marché et acheter. Donc la brousse qui est notre supermarché, elle peut nous nourrir, mais il faut savoir où trouver cette nourriture pendant ces inondations. Et ces savoirs sont très cruciaux pour que les communautés puissent les garder et les sauvegarder et les passer d'une génération à une autre. Et je reviens sur les savoirs des femmes qui sont très, très importantes encore. Parce que pendant ces moments, soit les sécheresses où il n'y a pas du tout l'eau, ou bien les inondations où il y a excès d'eau, donc les femmes savent exactement où trouver une plante médicinale pour aider leurs enfants ou les personnes âgées ou la personne qui est malade pour pouvoir se soigner. Et ces plantes, elles sont à travers des endroits très, très spécifiques. Et un autre exemple, en tant que nomades et en tant que les gens qui ont des bœufs, donc nos bœufs déjà contribuent à la restauration des terres d'une manière énorme. L'effet de se déplacer d'un endroit à un autre et où les gens disent « Ah non, il faut se sédentariser pour avoir l'école ». Si on se sédentarise, les terres seront plus fertiles. L'effet de se déplacer, la bouse des vaches, elle permet les écosystèmes de se régénérer d'une manière naturelle et ça permet aux insectes de revenir. Et s'il y a un insecte qui est là, l'oiseau peut venir pour le bouffer. S'il y a l'oiseau qui est là, bien sûr, d'autres animaux reviennent, ainsi de suite, et on maintient l'équilibre de la biodiversité. Et tout ça, c'est basé sur nos savoirs et connaissances traditionnelles et les savoirs de nos grands-mères et grands-pères. Oui, Ina Modja a effleuré tout à l'heure, a évoqué tout à l'heure les barrières majeures auxquelles les femmes font face, notamment les communautés locales font face pour mettre en œuvre leurs propres solutions. Comment les surmonter selon vous, Indou Marou? Alors, bien sûr, on a ces barrières. On a ces barrières parce qu'on n'a pas la voix. Et Ina l'a très bien dit. Pour pouvoir permettre la prise en compte des savoirs traditionnels, il faut d'abord écouter ces gens. Il faut les mettre sur le point des partenaires. Elles ne sont pas des bénéficiaires parce qu'elles ne sont pas allées à l'école ou bien elles ne sont pas des gens qui ne pourront pas discuter parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Donc, si on les considère déjà comme des partenaires et si on les écoute au lieu de venir dicter qu'est-ce que les communautés ou les femmes devraient faire, bien sûr, on est sur le même point d'égalité. Et là, ça donne la chance à la prise de décision. Et je vais vous donner un exemple concret. Parce que quand le Tchad voulait faire son plan national d'adaptation qui permet à faire la résilience communautaire, ainsi de suite, on avait discuté avec les consultants et puis les ministères qui écrivaient ces documents. Et une fois qu'ils ont compris le travail que nous faisons, maintenant, si on prend ce plan national d'adaptation de résilience, on voit un paragraphe qui parle particulièrement des savoirs des peuples autochtones, des droits des femmes et puis de la protection et la restauration des écosystèmes. Donc, une fois qu'on participe à une prise de décision, bien sûr, ça peut aller très loin pour changer la mise en œuvre. Et c'est de ça qu'on parle. À cette COP,
On a besoin d'écouter les voix des femmes. On a besoin d'écouter les voix des femmes autochtones, des femmes rurales, mais aussi on a besoin d'écouter les communautés, mais aussi de leur donner la place qu'il faut pour une participation effective, pas une participation juste pour dire oui, on a les femmes qui sont là, on a les autochtones qui sont là. Mais effectif, c'est écouter les gens et prendre en considération. Dans la deuxième partie de cette discussion, la musicienne et réalisatrice Ina Modja explore une problématique tout aussi cruciale, l'accès des femmes à la terre. Avec sa voix engageante, elle raconte comment, dans de nombreuses régions d'Afrique, les droits fonciers des femmes sont limités par des lois ou des traditions patriarcales. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est en train de travailler sur cette campagne qui s'appelle Herland pour donner le droit à l'accès aux terres. 50% des terres sont travaillées par les femmes, mais même pas 20% ont accès à la propriété. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Comment est-ce qu'on peut donner une place équitable aux femmes sans leur donner quelque chose qui leur appartient? Si elles n'ont rien, elles travaillent un peu dans le vent. Et comment est-ce qu'elles font pour leur succession? Donc, je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui est important, que les leaders se concertent et arrivent à un accord où ils changent les policies. Parce que franchement, on est en 2024. C'est pas possible encore qu'aujourd'hui, les femmes n'aient pas accès à l'héritage dans certains endroits, aux terres, qu'elles n'aient pas la possibilité de posséder quand les gouvernements offrent des terres aux communautés rurales. Il y a beaucoup de choses parce que le fait qu'elles soient femmes les empêche d'avancer. Ça, c'est qu'on doit commencer par ça d'abord. Si on veut que les femmes puissent être autonomes, il faut leur donner la situation économique aussi pour pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'elles aient accès à ça, mais qu'elles aient aussi accès plus facilement au financement. Parce qu'aujourd'hui, pour une femme, c'est le parcours du combattant pour ça. Bon, j'ai une chose parce que ce que ma sœur dit là, Ina, est très, très important. Et une fois qu'on leur donne la chance au droit à la terre, mais on voit la magie que les femmes font. Et là, à travers un de mes projets, on a pu obtenir pour la première fois les droits à la terre de groupements de femmes autochtones. Et on voit ces femmes-là qui ont transformé l'agroécologie, qui font l'agriculture hors saison pour nourrir leurs enfants, mais aussi pour envoyer leurs enfants à l'école. Et là, il y a 2 semaines, dans les communautés, ils ont dit, bon, maintenant, on a beaucoup l'implication des femmes et des jeunes. On veut avoir les jeunes filles éduquées. Et ils ont construit une école avec leurs mains, en mettant vraiment un hangar. On a plus de 100 enfants et la plupart sont des petites filles qui sont là. Wow. Et nous, on a eu un maître communautaire et le gouvernement est venu pour dire si vous faites ça, bien sûr, on va vous aider. Et ils ont envoyé quelqu'un qui va implanter les drapeaux et qui va reconnaître. Donc, une fois que les femmes ont droit à la terre, donc elles transforment l'économie, mais elles envoient leurs enfants à l'école et assurent l'avenir durable. Yes. Exactement comme Ina l'a dit, vous donnez la chance, droit à la terre aux femmes, et vous allez voir la magie qu'elles font pour les transformer. La magie des femmes, c'est ce qu'elle fait aussi, Ina Modja. Ina, à travers votre musique, vous racontez des histoires. Et quelle est l'importance des récits culturels pour sensibiliser et inspirer le changement en matière de restauration des terres, Ina Modja? Je pense que à travers la musique, le message le plus doux au plus fort passe différemment. Les gens reçoivent les messages parce qu'on n'est pas des politiciens, parce on parle pour le peuple. Et pour moi, c'est important de partager de la culture parce qu'avec la musique que je fais, qui est aujourd'hui plus orientée vers la musique du Sahel, c'est aussi revendiquer ma culture. Et là, j'ai encore une question chacune pour vous. Je commence par Indou. Et si on vous donne le pouvoir à la COP 16,
on vous donne le pouvoir de changer une chose pour soutenir les communautés locales dans leurs efforts. Que serait-ce? Je pense que si j'ai ces bâtons magiques de pouvoir pour la COP 16 en Arabie Saoudite, je ferai une décision qui intègre le respect des droits des peuples autochtones, qui reconnaît les savoirs et les connaissances des peuples autochtones comme une solution pour la protection et restauration des terres. Je ferai la participation pleine et effective des peuples autochtones, y compris des femmes, des jeunes, au niveau de toutes les négociations au niveau international, mais aussi au niveau de la mise en œuvre au niveau local. Et je ferai une annonce des financements, mais des financements réels, pas que de paroles, de cash à la COP qui vont représenter des milliards de dollars pour aller directement dans les mains des femmes et des hommes et des jeunes autochtones qui font le travail sur le terrain. Et bien sûr, je leur donnerai un défi. S'ils respectent ces 4 principes qu'on demande, d'ici 2030, on va voir les millions de terres restaurées par les autochtones, protégées par les femmes et le nombre de jobs créés, et on va changer la tendance de notre planète. Et j'ai confiance. On attend ces bâtons magiques. Oui, voilà. Ina Modja, nous sommes à la veille de la COP 16 et si on vous donnait le bâton magique pour changer les choses, quelles décisions allez-vous prendre pour impacter ou bien pour avoir des impacts sur les communautés locales et les femmes? Si j'avais ce bâton magique, je ferais en sorte que la contribution des femmes soit déjà reconnue et que dans le leadership qui prend toutes les décisions, il y ait un nombre égal de femmes et d'hommes. Et pas seulement pour dire il y a des femmes, mais il faut qu'on les place dans des positions où elles sont décisionnaires, où elles, sur le terrain, elles soient décisionnaires, où à l'école, elles soient là, qu'elles aient accès à l'éducation. Aujourd'hui, c'est très important de savoir que les petites filles de cette génération qui sont en train de grandir sont les futurs leaders. On a 50% de femmes dans le monde. On ne peut pas regarder de l'autre côté et ignorer la moitié de la population du monde. C'est important pour cette population-là de vraiment être intégrée parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir combattre le changement climatique, de pouvoir combattre la désertification, de pouvoir combattre toutes les problématiques qui sont liées à ce changement climatique. On parle de migration forcée, on parle de conflits, on parle du manque d'accès à l'éducation et aussi le fait que les continents ne se développent pas comme il faudrait. Et je pense que pour ça, il faut totalement intégrer les femmes pour ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette discussion. Cet épisode nous rappelle que la lutte pour des terres saines et résilientes est aussi une lutte pour l'égalité et la justice sociale. Merci à Hindou Oumarou Ibrahim et à Ina Modja pour ces échanges enrichissants.